Ophtalmologue, président du SNOF, ancien secrétaire du CNP, le Dr Bourg nous offre aujourd'hui une masterclass sur tous les sujets qui font l'actualité de l'ophtalmologie. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Aujourd'hui, nous allons aborder un grand nombre de réussites de l'ophtalmologie française, mais également des problématiques au travers du prisme du Dr Thierry Bourg. Des délais de rendez-vous au centre de santé d'Évian, en passant par la prise d'autonomie des orthoptistes, cet épisode va être passionnant. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder cet épisode tourné il y a quelques jours et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Docteur Thierry Bourg, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis honoré, ravi de vous avoir parce que j'ai plein de questions pour vous. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter pour les rares qui ne vous connaîtraient pas? Bon, il y a peut-être beaucoup de gens qui ne me connaissent pas encore, mais parce Oui. que le SNOF regroupe à peu près 2500, 2600 ophtalmologistes, donc il y a la moitié qui ne sont pas. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont voir votre émission qui ne sont pas adhérents au SNOF. Donc moi, je suis dans le bureau du SNOF depuis 2002, donc ça fait 20 ans maintenant, et comme président depuis 2014. Donc il y a des nouvelles élections à la fin de l'année, ce sera peut-être un nouveau président qui sera élu. À part ça, j'étais aussi secrétaire général du CNP d'ophtalmologie. Alors, CNP Ophtalmologie, c'est le Conseil national professionnel qui regroupe le syndicat plus la société savante, plus les hospitaliers universitaires et non universitaires. Alors, il faut savoir que c'est le SNOF avec la SFO qui est à l'origine du concept de CNP en médecine, puisqu'on l'a créé en 2001, c'était l'Académie de l'ophtalmologie, et seulement après, ça a été repris par les cardiologues en 2006-2007, et après, ça a été reconnu par les pouvoirs publics vers 2010. À part ça, je suis également vice-président d'ANIRSP, qui est un syndicat de spécialistes qui gagne les élections aux URPS, qui a eu 40% des voix. Et puis, je suis également élu URPS. D'un point de vue professionnel, bon, j'exerce encore. Je fais 3 journées par semaine à temps plein, disons, à la fois sur un site principal qui est sur Metz, donc qui est une ville assez importante, une agglomération de 300 000 habitants, mais je vais également 1 à 2 jours par semaine sur l'agglomération de Thionville, qui a une quarantaine de kilomètres, qui est une zone sous-dotée. En tout cas, elle l'était il y a quelques années, elle l'est beaucoup moins, mais donc ça me permet d'avoir un peu la vision sur les zones sous-dotées. Et à côté de ça, donc j'exerce à Thionville en clinique et privé, et puis également à Metz en Espic, donc qui sont des hôpitaux privés, mais à visée publique, je dirais. D'accord, donc malgré toutes vos activités syndicales, vous continuez à garder le pied sur le terrain pour voir ce qui se Absolument. passe. Très bien. Alors au tout départ, j'aime bien poser cette question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'ophtalmologie alors que vous auriez pu vous orienter vers l'urologie, la radiologie, pourquoi pas? Oui, alors moi, je n'ai pas eu d'antécédents familiaux. J'ai un frère qui est gynécologue, mais c'était en même temps, quasiment, mais je n'ai pas eu d'antécédents familiaux, parents, grands-parents, etc. Comme ça existe parfois en médecine. Donc, c'est au fur et à mesure des stages que j'ai fait durant le deuxième cycle que j'ai découvert les différentes spécialités. Et j'avoue qu'il n'y avait aucune qui m'avait vraiment emballé. Et tout d'un coup, j'ai décidé d'essayer un stage en ophtalmologie en fin de deuxième cycle. Et là, ça m'a paru extraordinaire, hein. Le côté technique, imagerie, le fait d'examiner les patients très proches d'eux, à quelques centimètres de l'œil, ça m'a vraiment passionné. Puis le fait qu'on voyait l'organe à l'intérieur. Donc après, j'ai fait un semestre d'interne. À l'époque, c'est des internes et différenciés. Puis là, je me suis vraiment décidé pour la spécialité. D'accord, très bien. Bien sûr, il fallait après aussi passer à l'internat et être suffisamment bien classé pour prendre un poste en ophtalmologie, parce que vous savez qu'actuellement, l'ophtalmologie est une des 2 ou 3 spécialités les plus demandées, et il faut être pratiquement dans les 20 premiers pourcents pour avoir une chance d'avoir l'ophtalmologie, hein. Donc Voilà, en c'est ophtalmologie, on a la crème de la crème, je dirais, au niveau interne. c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Très bien. Alors, on va plonger un petit peu maintenant dans l'ophtalmologie et notamment dans vos réalisations parce que ça fait quelques années maintenant que vous êtes à la tête du SNOF et on a vu, alors c'était probablement déjà entamé au préalable, mais on voit que les délais de rendez-vous, qui étaient vraiment un point inquiétant en ophtalmologie, ont énormément réduit. Ils sont passés une médiane à 26-28 jours a priori. Par contre, ça reste une médiane et on voit que dans les métropoles, maintenant, on peut trouver des rendez-vous en ophtalmo quasiment dans la journée. Est-ce pas inquiétant pour l'installation des jeunes? Alors, les délais de rendez-vous sont montés jusqu'à une médiane probablement de 90 jours vers 2013-2014, notamment suite à l'arrivée de l'OCT et puis des injections intravitréennes, hein. On a eu beaucoup plus de travail qu'auparavant. La démographie n'évoluait pas.
On avait commencé déjà à lancer le travail aidé auparavant, et puis ça commençait là à impacter un petit peu les délais. Et après, ça a peut-être un petit peu baissé entre 2014 et 2017. Puis depuis 2017, c'est une baisse effectivement continue qui s'est fait d'abord dans les grandes villes, ce qui est logique, puisque c'est là où il y a le plus d'ophtalmologistes. Il y avait des cabinets aussi plus importants, des cabinets de groupe. Actuellement, on peut penser effectivement que dans 2-3 ans, les problèmes de délai de rendez-vous vont plus exister dans les grandes agglomérations au-dessus de 100 000 habitants. Ça va représenter quand même 80% de la population, donc ça sera un accès qui sera simple pour la majorité de la population, avec des effets également sur les zones sous-dotées, on pourra parler après. Alors, est-ce que c'est inquiétant? Eh bien, alors, il faut savoir que si dans cette situation-là, c'est bien parce que la France a pris un peu le chemin inverse de beaucoup de pays qui avaient commencé à augmenter très fortement la démographie médicale au début des années 2000. Et nous, on a attendu vraiment 2010, 2015 pour prendre cette voie-là. Et auparavant, on considérait que c'était bien d'avoir du délai d'attente, puisque ça permettait de limiter les dépenses de santé. On est une sorte de goulot d'étranglement qui finalement ne déplaisait pas au pouvoir public. Et assez récemment, depuis, je dirais, 2018, il y a eu un virage à 180 degrés par les pouvoirs publics. Et maintenant, c'est l'accès aux soins pour tous, le plus rapidement possible et partout. Donc, effectivement, y avoir des délais de rendez-vous, même relativement courts, c'est pas bien, puisque ça peut justifier à ce moment-là de pousser des tas de délégations, des transferts de compétences et d'activités à d'autres professions. Et donc, c'est une obsession actuellement d'avoir des délais courts. Et donc, c'est pas inquiétant pour sur la profession, au contraire, parce que si la profession ne va pas vers ces délais courts, et ça va être un problème pour beaucoup de spécialités actuellement, on risque d'avoir des transferts de compétences et puis surtout de changer complètement le parcours de soins, c'est-à-dire que les patients verront un ophtalmologiste non plus au départ, mais relativement tard. Donc, ce n'est pas du tout inquiétant, à mon avis, d'avoir des délais courts, c'est une nécessité. Il y a des activités qui ne sont pas encore tout à fait, disons, assouvies. Alors, il y a encore des efforts à faire pour le dépistage de la rétinopathie diabétique, pour les EHPAD. Il y a des pans de la spécialité qui ont été un peu mis de côté, comme les lentilles de contact, comme la chirurgie orbitopalpébrale, voire esthétique. Même la chirurgie réfractive est sans doute sous-développée actuellement. Donc, il y a encore des pans de l'activité qui sont à développer. Et quand les délais seront courts, ça permettra de les développer également. D'accord, très bien, très clair. On entend de l'autre côté du scope, on voit des zones encore désertiques hein, où on va avoir des délais de plusieurs mois. On entend parler de, évidemment, création de sites secondaires, parfois de PAO, poste avancé en ophtalmologie. Quelle est la position du SNOF là-dessus? Alors, bon, les zones sous-dotées, bon, il faut quand même savoir que si on compare la population dans les différentes spécialités, l'ophtalmologie fait partie des spécialités où les médecins sont le mieux répartis. Ça peut paraître étonnant comme ça, mais qu'on compare aux pédiatres, aux psychiatres, aux cardiologues, il n'y a pas photo. Et d'ailleurs, les courbes de consommation de soins dans les zones sous-dotées et dans les zones principales varient assez peu. On sait que, par exemple, l'équipement optique des patients est quasiment exactement le même dans des villes secondaires que dans les grandes villes. Donc, la situation elle est loin d'être catastrophique, mais c'est sûr que les délais vont mettre plus de temps à se résorber. Ils commencent déjà à se résorber parce que le fait qu'il y ait des délais courts dans les grandes villes, ça attire une partie de la population de ces zones-là, notamment ceux qui sont mobiles ou qui travaillent dans les grandes villes. Avant, ils n'avaient aucun intérêt à venir consulter dans les grandes villes puisque les délais étaient les mêmes. Maintenant, ils ont des délais plus courts, donc ça permet de lever un peu la pression dans les zones sous-dotées et de diminuer par conséquent les délais de rendez-vous. Ensuite, on voit que dans la jeune génération, mais également pour des gens qui sont déjà installés, notamment dans les cabinets de groupe, il y a une certaine tendance à développer des sites secondaires qui sont soit purement actuellement, dans certains cas, en télémédecine. Des fois, c'est du mixte entre présentiel ophtalmo et présentiel orthoptique. Il y a des protocoles qui se développent de plus en plus. Et on pense que c'est ça l'avenir, parce qu'il y aura toujours besoin d'un socle fixe d'ophtalmologie sur place. Actuellement, les zones sous-dotées, on imagine, ça représente à peu près 13 millions de personnes, soit à peu près 20% de la population. Il y a 10% des ophtalmos qui sont installés sur ces zones-là. Donc, même s'ils ont des cabinets qui sont corrects et modernes, etc., ça ne peut prendre en charge que la moitié des besoins. Un quart des besoins peut être assouvi par les grandes villes. Et puis pour le reste, il faut créer des sites secondaires. Alors certains les appellent PAO,
mais ça, pour nous, ça pose un problème de dénomination puisqu'on a une confusion entre postes d'ophtalmologiste et postes d'orthoptie. On a vu que dans les centres de santé, il y avait quand même une tendance à faire passer des fois les orthoptistes pour des ophtalmos. Je pense que la tendance de fond des pouvoirs publics sur le long terme, c'est de donner le même accès aux soins partout sur tout le territoire. Et pour ça, on voit bien que alors pour l'instant, il y a des problèmes puisque ceux qui partent à la retraite, ils ne sont pas nécessairement à l'endroit où les nouveaux vont arriver. Parce que les nouveaux ont tendance à s'installer sur des groupes d'ophtalmologistes. Ceux qui partent sont souvent seuls. Donc, il y a des endroits où ça peut s'aggraver transitoirement et d'autres endroits où ça va s'améliorer. Mais fondamentalement, on voit bien que sur le moyen et le long terme, il y aura beaucoup plus de médecins qui vont arriver que de médecins qui vont partir. Actuellement, on est vraiment au point d'inflexion. On est à peu près à 240, 250 départs en libéral, 300 en tout, et il y a à peu près 250 arrivées. À partir de 2024-2025, il y aura plus d'arrivées que de départs. Donc la tendance va s'inverser. Et au plan médical général, on va se retrouver avec à peu près 12 000 arrivées de médecins vers 2030 et à peine 5 à 6 000 départs en retraite. Donc vous voyez que très rapidement, la situation actuelle va se modifier et on va passer d'une sensation de pénurie à une sensation plutôt de pléthore, en tout cas à moyen terme. D'accord, donc vous me rassurez sur mon activité de consultant. Merci à vous, docteur. Vous l'avez vaguement évoqué, les centres de santé, donc depuis 3-4 ans maintenant, se sont beaucoup installés, hein, assez massivement, avec certains qui sont déviants, donc du coup avec toutes sortes de pratiques déviantes justement. On voit que la répression commence à se mettre en place. En tout cas, certains ont commencé à en faire les frais. Est-ce qu'il est prévu encore une accélération de ce processus ou pas? Oui, alors ça a été vraiment quelque chose qui a surpris tout le monde, y compris les pouvoirs publics qui avaient quand même beaucoup poussé la création des centres de santé, sauf qu'ils n'avaient pas imaginé qu'il y avait à avoir des nouveaux acteurs venant du monde purement commercial, avec des ambitions purement financières dans les centres de santé. Et surtout, ils n'avaient pas prévu la réglementation pour y faire face. Parce que lorsque ça commençait à dévier sérieusement et puis qu'on l'a signalé, ils nous ont dit, mais on ne peut rien faire. Parce qu'il y a pas, on ne peut pas les fermer, on ne peut pas les déconventionner puisqu'ils ne sont pas conventionnés. Donc les médecins sont conventionnés, mais les centres de santé n'avaient pas besoin d'être conventionnés pour utiliser les tarifs de l'assurance maladie et le tiers payant. Alors, ça a traîné un peu avec le Covid, où il y avait d'autres priorités, etc. Et puis d'ailleurs, le fait qu'il n'y avait plus de contrôle, ça a un peu encore augmenté les déviances, et pas que pour les centres de santé d'ailleurs. Mais alors, brutalement, à partir de 2021, les choses se sont accélérées, et puis les pouvoirs publics ont dit on ne peut pas continuer comme ça, parce que ça va remettre en cause tout le système. Et nous, déjà en 2021, on était passé de 2 à 13% des dépenses de santé en ophtalmologie qui étaient absorbées par les centres de santé. Donc, il y a eu un premier article qui a été validé dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de 2022, qui a permis notamment de déconventionner certains centres, puisque cet article a permis de revoir la convention avec les centres de santé, a permis de mettre noir sur blanc tous les dérives qu'ils avaient constatées au niveau de l'assurance maladie. Et puis, il y avait une phrase qui disait qu'en cas d'actes fictifs, qui est assez fréquent dans certains centres, on peut déconventionner d'urgence, ce qui n'existait pas avant. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu 2 centres qui ont été déconventionnés. On parle d'une dizaine d'autres qui pourraient l'être prochainement. Et il y a un autre article qui a été censuré par le Conseil constitutionnel comme cavalier social et qui a été repris à partir de 2022, fin 2022, dans le cadre d'une PPL, une proposition de loi de Mme Khattabi, qui est la présidente de la Commission des affaires sociales et qui est députée des Côtes-d'Or et qui a été confrontée à des dérives graves de centres de santé, non pas ophtalmo, mais dentaires dans sa région. Et donc, elle a vraiment pris ça à cœur et ce texte a été voté, amendé, et puis, je dirais, avec plus de contraintes en fin novembre 2022. Puis, il est passé au Sénat en février. Il est repassé hier à l'Assemblée nationale. Il a été voté également à l'unanimité. Donc, c'est rare de voir une loi votée par tous les groupes politiques actuellement. Et là, il n'y a plus qu'à passer devant le Sénat en deuxième lecture, et puis après la loi pourra être promulguée, donc probablement en mai ou en juin. Alors qu'est-ce que ça amène cette PPL? D'abord, ça ne concerne que les centres dentaires et ophtalmo.
ça va nécessiter beaucoup de travail de la part des ARS, c'est-à-dire qu'ils vont devoir avoir de nouveaux crédits pour ça. Tous les centres existants et à venir vont devoir être agréés par l'ARS, hein. C'est-à-dire qu'il y a un dossier assez complexe à monter qui devra être validé à la fois par le directeur de l'ARS, mais également par le Conseil de l'Ordre. Donc ça, c'est quand même très nouveau. Tous les contrats devront être fournis au Conseil de l'Ordre au fil de l'eau, même les contrats de remplaçants, puisqu'on avait vu à l'époque, enfin même encore actuellement, qu'il y a des remplaçants qui n'étaient pas autorisés à remplacer normalement, ou qu'il y avait des médecins étrangers qui n'étaient pas validés par le Conseil de l'Ordre. Et il y aura également alors, cet agrément, il va être provisoire et obligatoire les 6 premiers mois. S'ils ne l'ont pas, ils ferment. On peut les fermer. Après, il y aura 2 ans pour avoir l'agrément définitif. Et là, c'est pareil. Si, au bout de 2 ans, si tous les centres n'ont pas cet agrément, mais ceux qui ne l'ont pas, ils vont être fermés. Donc, vous voyez, c'est extrêmement coercitif, très loin de ce qu'il y avait avant. Si, par exemple, ils sont déconventionnés, parce qu'il y a le côté ARS et le côté assurance maladie, ils ne peuvent plus utiliser le tiers payant, et les gens sont remboursés au tarif secteur 3. Donc, le centre, il ferme aussi, en pratique. Il y a également un comité médical qui est créé et dentaire d'ailleurs dans ces centres-là. Et ce comité médical, où il y aura les orthoptistes qui pourront y participer, il devra dénoncer les pratiques anormales qui sont mises en application dans le centre de santé et avertir l'ARS. Et s'il ne le fait pas, les médecins en question pourraient être poursuivis pour ce motif-là. Il y a après des règles comptables, il y a aussi un registre national des fraudes et des sanctions pour éviter que quelqu'un qui est sanctionné, par exemple, dans le Grand Est, après il aille ouvrir en Occitanie. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui ont été ajoutées. Et chaque fois que cette proposition de loi passe une étape, on rajoute des amendements. Par exemple, la semaine dernière, il y a eu 29 amendements qui ont été votés. Et là, il est probable qu'au Sénat, il y a encore quelques-uns qui vont être rajoutés. Alors, il y a un autre élément aussi extrêmement important que nous, on tenait beaucoup. C'est d'une part, les orthoptistes, enfin, l'activité orthoptique, elle est ciblée spécifiquement dans cette loi parce qu'il y avait beaucoup de dérives aussi sur les actes orthoptiques. Mais également, les rendez-vous deviennent obligatoires et nominatifs. Parce que jusqu'à présent, vous alliez sur n'importe quel centre de santé, vous mettez consultation d'ophtalmologie et on ne savait pas qui était derrière. Et parfois, même maintenant, vous voyez consultation d'ophtalmologie réalisée par un orthoptiste. Donc, c'est quand même un comble, puisque là, c'est carrément écrit noir sur blanc que c'est un exercice illégal, quoi. Donc, il y a tout ça, normalement, devrait disparaître. Et le gouvernement a soutenu cette PPL, ce qui est une évolution notable. Parce que quand même, au départ, c'est les pouvoirs publics qui avaient poussé l'ouverture plus facilité des centres de santé. Donc tout ça, c'est quand même, ça va beaucoup dans le bon sens. Et je pense que c'est vraiment un acquis important pour l'avenir. Très bien, en effet. Il était temps, c'est clair. Passons à un autre chapitre, les orthoptistes. Dans les années 2000, les ophtalmos ont pris des orthoptistes comme des assistants au départ, hein, pour pouvoir déléguer, voir plus de patients, baisser les délais de rendez-vous, on en a parlé. Désormais, elles sont en autonomie pour la primo-prescription, alors sur des critères assez cool. Mais qu'est-ce que vous pensez justement de cette évolution? Est-ce que finalement les ophtalmologues n'ont pas été trop loin, puisque désormais ils perdent en partie l'optique, et donc du coup, est-ce que c'est bien pour eux? Est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire autrement? Alors, là, on peut dire qu'on a vraiment développé un modèle franco-français qui commence à avoir des répercussions dans beaucoup d'autres pays. Ce qu'on nous proposait, en fait, il y a 20 ans, c'était d'évoluer comme les pays anglo-saxons avec l'optométrie, qui serait exercée soit dans des lieux distincts, soit dans des magasins d'optique. Bon, à ce moment-là, il fallait, et comme les perspectives démographiques étaient à peine de 3500 ophtalmos en 2025, aujourd'hui on est 5800 quand même. Donc on n'aurait pas fait les efforts nécessaires finalement pour aller vers les garder les 5000, quoi. On aurait dû à ce moment-là transférer probablement plus de la moitié de l'ophtalmologie vers les optométristes avec pas seulement l'optique, mais également le dépistage et puis la prise en charge des petites pathologies, les suivis du glaucome, les suivis des cataractes avant l'intervention chirurgicale. Enfin, il y aurait eu un basculement énorme en fait, de l'activité vers les optométristes. Et ça s'est joué à pas grand-chose en fait, à l'époque, hein. Et bon, après, il y avait l'autre côté, il y avait les orthoptistes. Les orthoptistes, ils étaient effectivement centrés sur la rééducation,
Absolument pas comme assistant de l'ophtalmologiste. Donc, on a transformé en fait la profession. On en a fait deux en fait. Au début, on a fait les orthoptistes rééducateurs et les orthoptistes assistants de l'ophtalmologiste. Bon, il a fallu du temps pour adapter les textes législatifs, réglementaires, revoir la régénérie du diplôme. Tout ça, ça a pris beaucoup de temps. Après, il a fallu augmenter le nombre. Et actuellement, on est vraiment, effectivement, on a complètement changé puisqu'on était à peu près à 150 orthoptistes formés il y a 20 ans. Et actuellement, on frôle les 500, quoi. Donc, ça a complètement modifié. Les écoles orthopsie sont beaucoup mieux réparties sur le territoire. Il y en a encore une qui doit ouvrir, je crois, en Normandie cette année. Il y en avait une l'année dernière à Limoges. Et on peut dire qu'au niveau nombre d'orthoptistes formés, c'est suffisant. Il y en aura largement assez à l'avenir, même si dans certains endroits, il y a encore une sensation de pénurie. Mais à 500 orthoptistes formés et à peine 50 qui partent à la retraite actuellement, vous voyez que ça va monter très vite. Et d'ailleurs, ça a monté puisque le chiffre officiel actuellement est de 6200. Il y avait à peine 2000 orthoptistes en 2000. Et on risque d'être à peu près à 9000 après 2030, quoi. Donc après, il va falloir se poser à un moment la question de savoir s'il n'y en a pas de trop. Alors, dès le départ, c'était une profession qui était aussi libérale, hein. Donc, c'est une particularité de la France. Il n'y a pas énormément de pays où les paramédicaux ont une activité libérale. La plupart des pays, ils sont salariés, soit en médecine de ville, soit à l'hôpital. Il a fallu faire avec. Alors, très longtemps, c'était effectivement la partie technique et assistant a été faite bien sûr dans les cabinets, dans les hôpitaux. Et puis, les orthoptistes en cabinet restaient centrés sur la rééducation. Bon, il y a une volonté des pouvoirs publics d'émanciper l'ensemble des professions paramédicales. Ils ont commencé par l'orthoptiste, parce qu'on était sans doute les plus avancés, parce qu'on a eu un rapport IGAS en 2019. Mais pour les infirmières, ça va également être le cas prochainement. Il y a également les IPA, les infirmières de pratique avancée qui avancent. Donc, on voit bien qu'il y a un volant important de ce côté-là. Alors, les orthoptistes ont eu effectivement la plus longue prescription entre 16 et 42 ans. Il faut savoir que c'est le segment d'activité qui pose le moins de problèmes pathologiques, mais qu'il y en est quand même, hein. On a quand même c'est pour ça qu'on a beaucoup encadré la mise en application. Mais c'est également le segment de pratique des ophtalmologistes où ils ont le moins de patients à voir. C'est-à-dire qu'on voit les courbes de soins, il y a vraiment un creux, il y a un pic chez l'enfant jusqu'à peu près 10 ans, après ça rechute vers 13-14 ans, et puis ça remonte tout doucement jusqu'à 40 ans. Et après 42 ans, bien sûr, il y a presbytie, d'autres pathologies qui apparaissent. Donc c'est vraiment le creux, effectivement, de l'activité des ophtalmologistes, qui est quand même bien encadré, c'est limité aux faibles amétropies. Il y a quand même beaucoup de situations où il faut qu'ils renvoient chez l'ophtalmologiste. Donc je pense qu'on peut arriver à maîtriser les choses et éviter les dérives. Le principal questionnement qu'on peut avoir, c'est au niveau des centres de santé, quoi. Comment les centres de santé vont s'occuper de ce segment-là, parce qu'en pratique, ce qui se passait dans les centres de santé, finalement, c'était beaucoup de la télémédecine, entre guillemets, mais qui était facturée comme s'il y avait un médecin en présentiel. Et souvent, les patients qui étaient jeunes, qui correspondaient à ce segment-là, n'étaient vus que par les orthoptistes, quoi. Donc, c'est quelque part aussi, je pense que de la part du pouvoir public, il y a eu la volonté de donner une activité compensatoire un peu au centre de santé, tout avec une réglementation beaucoup plus coercitive pour les centres de santé. D'accord, ok, très bien. Et du coup, avec ce schéma qu'on a brossé, hein, avec toutes ces questions, les centres de santé, les orthoptistes, les centres secondaires, comment est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez une vision plus ou moins claire de l'ophtalmo à 10 ans, par exemple? Alors, moi, j'avais été rapporteur de deux rapports justement sur l'avenir de la filière visuelle en 2006 et en 2011. Le premier, c'était pour le SNOF et le deuxième, c'était pour le CNP d'ophtalmologie. Tout ce qu'il y avait dans le rapport de 2006, c'est pratiquement réalisé. Et tous les actes qu'on avait poussés. Il faut savoir que le SNOF est à l'origine au niveau national en France, parce qu'on ne l'a pas inventé comme ça existait dans d'autres pays. On a inventé le travail aidé, donc d'abord les orthoptistes. On a inventé le concept d'assistant médical qui a vu le jour seulement en 2018, mais on l'a poussé dès 2004-2005. On a inventé l'ordonnance renouvelable auprès des opticiens, mais également après c'est les orthoptistes, mais également les pharmaciens et puis les infirmières, etc. On a aussi inventé, enfin on ne l'a pas inventé, mais
a été les premiers à mettre en place des protocoles de coopération. Donc, à l'époque, ça s'appelait le RNO et puis le Muren. Et on a inventé aussi les protocoles organisationnels en 2017, dans le décret d'orthoptiste. Et actuellement, on peut aussi dire qu'on est à la pointe de ce qu'on appelle les pôles d'ophtalmologie, avec des sites multiples et qui devraient faire face aux besoins globaux de la population. Donc, je pense que dans les 5 premières années, prochaines années, c'est essentiellement ça qui va se développer. Alors, on ne peut plus avoir de vision à 20 ans comme on l'avait justement au début des années 2000, parce que les choses se transforment rapidement, et notamment, personne ne sait actuellement quelle sera la place exacte et l'ampleur que va prendre l'intelligence artificielle. Parce qu'on voit très bien que d'ici quelques années, les besoins organisationnels seront à peu près assouvis. Je pense qu'entre 2025 et 2030, à peu près tout sera en place. Les ophtalmologistes actuellement s'installent à 90% dans des cabinets de groupe. Ils sont à 90% pour les jeunes en travail aidé. Donc on voit très bien qu'il y aura des groupes d'ophtalmologistes de plus en plus importants qui vont créer des sites multiples, ce qui va permettre aussi d'améliorer le recrutement, par exemple chirurgical, mailler mieux le territoire, et puis intégrer plus facilement des nouveaux aussi. Parce qu'actuellement, il y a autant d'arrivées que de départs, mais il y a quelques années, il y aura plus d'arrivées. Et intégrer des nouveaux sans mettre en cause la structure principale, ce n'est pas si évident que ça. Mais créer des sites secondaires, ça permet effectivement de faire face à cette situation-là, tout en améliorant finalement le recrutement du cabinet. Par contre, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va infiltrer toutes les couches de la société, pas seulement la médecine, mais également la politique, la justice, l'armée, etc. Et donc, il y aura des côtés positifs et des côtés négatifs. Donc, on le voit déjà avec ChatGPT. On sait que la cybercriminalité commence à s'y intéresser sérieusement parce qu'elle se rend compte qu'elle sera plus efficace. On voit par exemple aussi que les hôpitaux commencent à être hackés. Tout le monde connaît les faux mails administratifs, entre guillemets, donc qui seront beaucoup plus crédibles avec ChatGPT ou avec d'autres systèmes. Et on se demande aussi à quel point des gens ne seront pas capables d'influencer un peu les systèmes d'IA qui seront mis en place et pour les diriger vers une certaine direction, quoi. Donc, la crédibilité de l'intelligence artificielle va se poser probablement auprès du public. On voit bien qu'il y a une partie de la population qui est rétive aux évolutions technologiques. Donc, on aura sûrement la même chose avec l'intelligence artificielle. Et c'est le médecin, à mon avis, qui sera le mieux en capacité de rendre crédibles les outils d'intelligence artificielle qui va mettre à disposition des patients, quoi. Et c'est ce qu'on appelle le garant humain. Et on voit bien qu'il y a aussi des paramédicaux qui vont devoir s'en saisir, mais qui sera le plus crédible? Enfin, il y a un vrai sujet là, et c'est un peu difficile à dire quel sens ça va aller, mais il y aura un côté éthique extrêmement important à pousser avec l'intelligence artificielle. Et puis après, il y aura des intelligences artificielles de différents niveaux. On ne sait pas non plus si des systèmes concurrents vont donner les mêmes résultats, par exemple. Et il y a des sujets qui sont posés. Et je crois qu'on n'a pas encore les solutions. Puis on voit bien que d'année en année, ça change complètement. Donc là-dessus, je préfère mettre un joker, quoi. D'accord, donc encore de beaux défis pour le SNOF, en tout cas, sur la défense de l'ophtalmologue. Très bien, dernière question maintenant, un peu rituelle. Quel conseil vous donneriez à un jeune ophtalmo qui veut s'installer? Alors d'abord, je pense que ça restera une très belle spécialité, passionnante, parce que au fur et à mesure qu'on a des moyens supplémentaires, on se pose de nouvelles questions, puis on arrive à aller plus loin, hein. Moi, quand j'étais jeune installé, les DMLA, on ne voyait vraiment pas ce qu'on pouvait en faire, et puis on disait, bon, vous n'avez pas de chance, etc. Mais maintenant, on les traite plutôt bien. C'est pas encore parfait, mais au moins, on a fait reculer la cécité. D'ailleurs, il faut souligner que officiellement, enfin, dans le concert international, c'est la France qui a le plus faible taux de cécité. Donc, ce qui montre bien que le système qu'on a mis en place en France est efficace. On a aussi le meilleur accès à la cataracte, au traitement contre la DMLA, donc le meilleur équipement d'optique aussi de la population, le meilleur équipement vert progressif. Donc, malgré tous les problèmes des arts médicaux qui existent dans tous les pays, d'ailleurs, il ne faut pas se leurrer, hein, pratiquement, on s'en sort quand même plutôt bien. Donc, il faut avoir, je pense, confiance en l'avenir. Je pense que les nouveaux vont s'installer essentiellement dans des groupes. Alors, s'installer dans un groupe, c'est plus facile aussi, puisque il y a déjà une infrastructure qui existe, hein. Il n'y a pas besoin d'inventer la poudre pour s'installer, même si dans les prochaines années, il y a sûrement pas mal de groupes qui vont se créer encore, mais après,
sera sans doute beaucoup plus statique. Et puis bon, il va falloir effectivement travailler avec une équipe. Mais c'est déjà le cas, puisque dans les dernières enquêtes qu'on avait fait, on voyait que ceux qui étaient en travail aidé, à 60%, avaient au moins deux types d'aide. Donc, par exemple, une infirmière plus un orthoptiste ou un opticien, etc. Donc tout ça, il va falloir mettre en place, trouver des modèles économiques. Enfin, les modèles économiques existent finalement à peu près, mais je pense qu'il va falloir développer également la culture entrepreneuriale des ophtalmologistes, hein, tout en étant éthique, parce que le problème de l'entreprise, ça peut vite aussi dériver vers on le voit pour les centres de santé, dans des considérations purement financières, quoi. Alors, je rebondis juste avant de terminer parce qu'il y a quelque chose que l'on voit arriver encore de loin. Quand on compare l'ophtalmologie à la radiologie ou la biologie médicale, on voit que dans ces deux métiers-là, il y a une concentration énorme sur vraiment de très gros groupes, hein, qui sont d'ordre national. Alors, on est un petit peu dans ce cas-là sur un modèle point vision, mais on voit que le développement n'est pas aussi rapide que ce que ça a pu être en radiologie ou en biologie. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que l'on tende vers ces modèles-là? Si. D'ailleurs, on l'a déjà subi parce que durant le Covid, notamment l'année 2020, on avait arrivé plein de cabinets de conseil pour nous dire, pour nous avoir des renseignements sur la façon dont fonctionnait l'ophtalmologie. Et ils avaient tous d'ailleurs une vision erronée, parce que tous ces modèles qu'on a vu arriver, ils partaient sur le principe que les choses allaient encore s'aggraver. Donc, il y aurait de moins en moins d'ophtalmologistes. Ils me disaient tout ça. Qu'est-ce que vous confirmez bien qu'il y aura de moins en moins d'ophtalmologistes et que les délais vont exploser? Je dis, ben non. Il me dit, vous êtes le seul à le dire. Et je dis, mais oui, mais on a des raisons précises pour le penser. Donc, s'il n'y avait pas eu, et en fait, ces gens-là se sont lancés dans le soutien des centres de santé déjà. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on est arrivé à 13% à peu près des dépenses, on peut penser qu'il y a à peu près un tiers qui est purement fictif des dépenses, un tiers qui sert à rien, et puis un tiers qui est justifié. Si on n'avait pas dénoncé un peu ces agissements-là, on serait probablement déjà à 30% du volume d'activité qui aurait été transféré au centre de santé, puisqu'ils avaient tous pour ambition de quasiment créer un centre par département. Actuellement, les plus grosses chaînes, ils en ont à peu près entre 10 et 20, quoi. Donc là, on serait déjà dans cette situation pratiquement entre la biologie, je dirais, et la radiologie, quoi. Donc, il y a des menaces réelles. Il y a une loi qui vient de sortir sur l'organisation des sociétés d'exercice libéral. Il va falloir voir sur quoi ça va déboucher. Mais les pouvoirs publics ont pris conscience un petit peu du risque, hein. Bon, est-ce que là aussi, est-ce qu'ils seront capables de mettre des garde-fous à temps? En tout cas, la loi sur les centres de santé, c'est déjà un signe pour limiter ça, quoi. Et en plus, le modèle, il pourra être après développé dans d'autres spécialités, parce qu'on voit bien que les quelques centres les plus déviants qui sont dénoncés, ils commencent à embaucher des médecins généralistes, des radiologues, des pédiatres, des cardiologues, donc en se disant peut-être que l'ophtalmologie, c'est un peu mort pour nous. Mais ailleurs, il n'y a pas encore de limites claires qui sont fixées, donc on va peut-être plutôt aller ailleurs, quoi. D'accord. Bon, écoutez, très bien. Merci, docteur. Ça a été un très bon Merci à moment vous. pour moi. J'espère que la communauté aura appris autant de choses que moi. Et puis, je vous dis à très vite. Donc, sûrement, on se verra à la SFO. Tout à fait. Au revoir, Sébastien. À bientôt. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris les choses. Ça a été un plaisir d'accueillir le docteur Bourg qui nous a partagé sa vision des défis à venir, mais également du futur de la profession d'ophtalmologue. Mon objectif étant de vous apporter toujours plus de valeur, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu et ce que vous aimeriez que j'améliore. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.